Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Alexis Besdeberg, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Raphaël Théron, CEO et cofondateur de Cookie, qui développe un robot cuisinier professionnel capable de réaliser des plats à partir de produits frais en quelques instants et de manière complètement autonome. Il faut savoir que Cookie, c'est un projet qu'on connaît assez bien parce qu'on l'accompagne depuis près de 2 ans maintenant avec Carotte Capital. Salut Raphaël, comment vas-tu ? Salut Alexis, merci beaucoup de me recevoir et ça va très bien. Je t'en prie, c'est un grand plaisir. Pour commencer, tu as un parcours qui est assez riche. Cookie, c'est pas ton premier projet entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous parler des différentes expériences que tu as eues jusqu'à maintenant ? Tout à fait. Alors c'est vrai qu'en sortant de l'école d'ingénieur, j'ai créé ma première startup avec 4 associés. J'avais 22 ans, c'est une startup qui s'appelait Price Match et on faisait un outil de revenu management pour hôtels. Donc concrètement, on aidait les hôtels à faire varier le prix de leur chambre en fonction de la demande, un peu comme le font les compagnies aériennes avec les billets d'avion. On leur faisait une recommandation de prix automatique qui leur disait à quel prix devaient vendre leur chambre. On a peut-être eu un peu la chance du débutant, mais c'est une startup qui a finalement bien marché. On a levé des fonds avec Partech. On a développé l'entreprise d'abord en France et puis progressivement on a ouvert 5 bureaux à l'étranger et on a racheté un de nos concurrents européens. Donc c'était pas une très grosse entreprise mais c'était une petite fierté pour nous de faire ça. Et en 2015 on a commencé à discuter avec Booking.com qui est le leader de la réservation dans l'hôtellerie et en fin de compte ils nous ont acheté juste avant qu'on fasse une série A. Donc on a dû choisir entre continuer de développer l'entreprise en faisant une série A ou se vendre à Booking.com. Et comme on a bien aimé nos conversations avec Booking, on a décidé d'accepter l'offre. Et donc l'équipe des fondateurs et puis une partie de l'équipe technique a déménagé à Amsterdam, là où sont le siège de Booking. Et on a travaillé là-bas pendant 3 ans. Et puis après ça, avec mes anciens associés, on a créé un startup studio, c'est-à-dire une mini-usine à startup. Donc le principe, c'était que on essayait de trouver une idée, un CEO et un CTO. On investissait extrêmement early stage, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment que une idée et 2 personnes dans l'entreprise. Et on essayait de donner quelques conseils pour aider ces jeunes startups à se développer. Et donc dans ce cadre-là, on a co-créé 4 startups. En fin de compte, il y en a une qui a été rachetée par Saint-Gobain et il y en a une qui existe toujours, qui continue de très bien performer, qui s'appelle Fairmoney. Et puis en 2019, j'ai créé Cookie. D'accord. L'idée d'un robot cuisinier, c'est une idée qui est assez commune dans l'esprit des gens. Beaucoup y ont déjà pensé, beaucoup en ont déjà rêvé. Toi, tu as passé le cap en créant un premier proto et aujourd'hui avec un robot industrialisable. Quelle a été la genèse du projet et quel a été ton déclic pour te lancer ? Ouais, bien sûr. Alors, moi, j'aimais bien tout ce qui était automatisation. Donc, notre première startup, c'était une startup qui finalement automatisait le revenu management pour les hôtels. Et puis, j'aime bien tout ce qui est B2B parce que je trouve que dans le B2B, si on a une vraie proposition de valeur, si on a un produit qui permet à l'acheteur de gagner du temps ou d'économiser de l'argent, entre guillemets, on peut pas trop se tromper, on sait qu'on va trouver des gens pour l'acheter. Donc, je cherchais des idées et en fait, j'ai parlé à des cuisiniers d'une chaîne qui s'appelle Wagamama, qui est une chaîne de 150 restaurants asiatiques en Europe. Il m'expliquait que le matin, il passait 3 heures à prendre chaque ingrédient du menu, à faire des sachets qui correspondent à des portions individuelles de ce menu. Donc, il prenait chaque ingrédient, il les pesait en doses unitaires. Ils étaient 15 équivalents temps plein dans la cuisine d'un restaurant, ce qui me semblait énorme. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait besoin d'autant de main-d'œuvre en cuisine. Oui, bien sûr. Et puis, le midi, quand les clients arrivent, ils faisaient de la cuisson au wok, qui est une cuisson où il faut toujours être derrière la casserole, à constamment monitorer la cuisson, remuer constamment et puis laver la casserole à chaque fois. Donc, c'est un type de cuisine qui était très chronophage. Et je me suis dit, il y a quand même un certain nombre de ces gestes qui pourraient être automatisés. Il y a des lave-vaisselle dans tous les restaurants, mais la cuisine est encore un truc qui est hyper manuel. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de concevoir un outil pour automatiser en tout cas certains de ces gestes ? Donc ça, c'était un petit peu la genèse du projet. D'accord, ok. Est-ce que tu peux maintenant entrer un petit peu plus dans la technologie et les cas d'usage du robot Cookie ? Ouais, tout à fait. Alors, après avoir fait ce constat il devrait être possible d'automatiser certains gestes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un petit peu listé tous les gestes qui sont faits dans une cuisine de restaurant.
Et on s'est dit, il faut qu'on fasse un outil qui automatise les tâches qui sont très chronophages, mais pas non plus trop complexes. Ça peut paraître un peu bête de dire ça, mais par exemple, éplucher des légumes ou les épépiner, en fait, pour un robot, c'est quand même très compliqué. Oui, bien sûr. Puis le challenge aussi qu'il y a derrière, c'est que tous les fruits, tous les légumes, en fait, ils ont des calibres qui sont tous un petit peu différents. Et donc, l'automatisation, elle n'est pas évidente. Donc, on a fini par aboutir à un robot qui permet de stocker les ingrédients. Donc, on a des réservoirs de stockage. On peut stocker une vingtaine d'ingrédients différents. Ça représente environ 250 portions. Il y a un logiciel dans lequel on peut rentrer sa recette. Donc, on va lui dire verse telle quantité, tel ingrédient, durée de cuisson, température de cuisson. Et le robot exécute la recette. Donc, il prend les ingrédients depuis les modules de stockage. Il les amène dans des casseroles rotatives. Donc, ce sont des wok qui sont inclinés et qui tournent sur eux-mêmes pour bien cuire et mélanger en même temps. Et à l'issue de la cuisson, le wok se reverse dans une assiette et se nettoie automatiquement. Donc le type de plats qui vont être faits sont tous les plats en cuisson sautée ou par immersion dans l'eau. Donc des wok, des pâtes, un riz cantonais. On peut aussi faire des bouts de préparation, par exemple la garniture d'un burrito. Enfin voilà, c'est assez large. Ça matche bien avec la cuisine asiatique et italienne pour les pâtes, mais c'est quand même plus large que ça. On peut aussi faire des salades, tout ce qui est bol un petit peu healthy. Ok, très clair. Je pense que c'est assez compliqué pour nos auditeurs de se représenter à quoi ressemble le robot Cookie. Est-ce que tu pourrais nous le décrire et nous expliquer la manière dont vous avez pensé le design ? Oui, alors donc c'est vrai que c'est un gros robot, hein, ça fait on va dire la taille de 2 distributeurs automatiques côte à côte. Il se présente un peu sous la forme d'une armoire avec 3 casseroles devant. Il n'y a pas de bras robotiques. Parce que notre volonté, c'était pas de faire un spectacle avec ce robot, c'était vraiment d'avoir une conception pragmatique et efficace. En fait, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y a certaines startups qui faisaient des robots cuisiniers, qui essayaient un petit peu d'imiter l'humain, donc c'était des robots humanoïdes ou des robots avec des bras, sans vraiment de considération de coût de l'équipement. Or pour nous, après avoir interviewé une cinquantaine de gérants de restaurants, de cuisiniers, on s'est rendu compte que la dimension coût, elle était extrêmement importante pour le restaurateur. Donc si on lui fait pas économiser de l'argent avec l'équipement, il n'achètera pas. Donc on a essayé d'avoir une conception qui soit vraiment pragmatique, qui soit Pareto optimale, c'est-à-dire on essaie de trouver les 20% des fonctionnalités qui fassent 80% du travail et d'avoir des mécanismes qui soient robustes et qui soient pas trop chers. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à ce design de robot qui ressemble un peu un gros distributeur automatique. D'accord. Et donc cette vision, c'était quelque chose que tu portais dès le départ, avec un design, on va dire, peut-être minimaliste mais efficace, ou c'est quelque chose qui s'est affiné avec le temps et que vous avez dû revoir plusieurs fois ? Je pense qu'on l'a eu assez tôt, cette réflexion. Moi, j'avais vraiment en tête qu'il fallait que la valeur ajoutée créée par le robot soit supérieure à son coût. Notre concurrent le plus proche, c'est la main-d'œuvre. Donc, on va être comparé à ce coût de la main-d'œuvre. Sachant que je dis ça, mais en réalité, en France, il y a une énorme pénurie de personnel en restauration. Enfin, je dis en France, mais d'ailleurs, c'est en Europe et aux États-Unis. Il manque 1 600 000 personnes en cuisine. Et en France, il en manque 150 000. Donc, en fait, on est certes comparé au coût du personnel, mais la réalité, c'est que les restaurateurs, ils n'arrivent pas à recruter aujourd'hui. Mais donc, la notion de coût, elle était assez inhérente à la construction du produit. Et en fait, le choix de mes associés aussi, j'ai eu un coup de cœur sur mon premier associé Quentin quand j'ai rencontré, qui est un ingénieur en mécanique, parce qu'il avait une vision extrêmement pragmatique de la conception produit et très conscient des contraintes que nos futurs clients allaient rencontrer. Donc le but n'était pas de faire le plus beau des robots avec 3 bras robotiques et une usine à gaz, mais de faire quelque chose qui soit fiable et abordable. Très clair. Et donc ce robot, où est-ce qu'on pourra le retrouver ? Ce sera seulement en cuisine pour les restaurateurs ? On peut déjà imaginer d'autres cas d'usage ? Ouais, en fait, il y a il se présente sous 2 formes, le robot. Le premier, c'est un robot qu'on va mettre en cuisine qui permet effectivement d'automatiser la préparation de plats. Et puis le deuxième, c'est le même robot, mais sous forme d'un distributeur automatique, où là, c'est le client directement qui va passer commande sur une tablette, récupérer son plat et payer sur un terminal de paiement. Donc les cas d'usage qu'on a, ils sont assez variés. Il y a des gens qui veulent ouvrir un restaurant ou ouvrir un café. Ils veulent pas avoir à recruter une équipe en cuisine. Ils veulent être au contact de leurs clients autant que possible. Donc là, le robot leur permet de préparer des plats, des bols un petit peu healthy pendant que eux sont dans la salle interagir avec le client.
Et donc d'ailleurs, le robot, il permet aussi finalement de revaloriser un petit peu le travail de la personne en restauration, puisqu'il permet de s'atteler à des tâches qui ont beaucoup de valeur ajoutée. Un autre cas d'usage qu'on a, c'est automatiser la préparation pour des restaurants qui existent déjà. Donc typiquement, on a une chaîne de restaurants asiatiques qui s'intéresse à ce cas d'usage-là. Ils ont déjà leur restaurant, ils ont déjà leur menu. Et puis après, sur le distributeur automatique, il y a beaucoup de cas d'usage. Mais l'idée générale, c'est que ça va permettre d'avoir un point de distribution de plats chauds qu'on peut mettre un peu partout. Et donc typiquement, il y a des campus d'écoles d'ingénieurs qui s'intéressent à ça. Il y a aussi des campus d'entreprises, sachant que leur cantine en général est fermée l'après-midi ou tard le soir, mais il y a quand même du trafic. Et puis il y a l'hôtellerie, qui est un cas d'usage intéressant parce que notre robot peut permettre de faire des plats le matin pour un petit peu alimenter le buffet continental. On peut faire, des œufs brouillés, du bacon. Le midi, le soir, pour aider les cuistots. Et puis toute la nuit aussi proposer des plats chauds en room service qui ne soient pas des plats micro-ondés en barquette, et donc d'avoir un petit peu un saut qualitatif là-dessus. D'accord. Et donc où est-ce que vous en êtes aujourd'hui du développement du projet ? Alors on a créé la boîte il y a maintenant 3 ans et demi. On a fait certifier notre robot en novembre 2022, c'est-à-dire exactement 3 ans après la création de l'entreprise. Donc développer un robot, c'est quelque chose qui prend du temps. Ouais, bien sûr. Et depuis le mois de janvier 2023, on fait venir des clients, on leur montre le robot et surtout on fait signer des lettres d'intérêt, c'est-à-dire un petit peu des précommandes de clients à travers tous les segments que j'ai un petit peu énumérés. Donc là, la prochaine étape, ça va être de déployer le robot en dehors de nos locaux chez ces différents clients, sachant qu'on a déjà quand même en interne fait tourner le robot en livraison sur Deliveroo. Donc on a fait livrer des plats à des clients. On a toujours réussi à tenir les cadences et à sortir les plats avant que les livreurs arrivent pour récupérer le plat. Il y a déjà, on va dire, une preuve assez tangible que c'est un robot qui peut être opérationnel dans une cuisine. D'accord. Du coup, vous avez créé votre propre Dark Kitchen pour tester en conditions réelles. C'est ça, ouais. On a créé un menu qui était un menu simple, mais on va dire efficace. Ça nous a permis de voir qu'effectivement, on arrivait à tenir la cadence. C'est important pour un restaurateur parce que sur les applications de livraison, si on fait attendre le livreur en tant que restaurateur, on est rabaissé dans le classement. Et donc, ça va être un impératif d'être capable de sortir un plat en 6 à 7 minutes, parce qu'en général, votre livreur, il arrive au bout de 8 à 10 minutes. D'accord. Et du coup, quelle cadence le robot est capable de tenir aujourd'hui ? Alors, la cadence qu'on vise, c'est 100 plats heure, sachant qu'en test, on a déjà déplacé les 80 plats chauds à l'heure. Donc, en fait, on pense que dans les semaines qui viennent, on va arriver sans problème à atteindre les 100 plats heure. Les 100 plats heure, c'est déjà des restaurants qui font un beau débit, donc c'est bien si on arrive à atteindre cette promesse-là. Après, on peut faire plus en réalité si on décide de mettre plusieurs portions dans une même casserole. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un opérateur en sortie du robot qui répartit les plats sur différentes assiettes. Donc là, on peut attendre 200, 250 portions. Mais en tout cas, le débit qu'on affiche, c'est 100 plats heure sur des portions commandées individuellement. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que les restaurateurs vous challengent sur la taille du robot versus la cadence qu'il est capable de délivrer ? Alors, bon, il se trouve qu'on est dans un marché où il n'y a pas énormément de concurrence aujourd'hui. Si je devais lister mes concurrents, je dirais qu'il y en a 4 qui sont sur des types de plats similaires. Je pense qu'on a été astucieux, enfin en tout cas l'avenir le dira, mais astucieux sur la conception et la compacité du robot, parce qu'on a de loin le robot le plus petit, le plus compact, et donc le plus apte à être déployé dans des petites cuisines ou dans des endroits un peu exigus. Et ça, je pense que c'est une vraie force et un vrai différenciant commercialement. Notre robot, il fait 2,7 m² au sol. Le concurrent, qui a le robot le plus petit, son robot, il fait 6,5 m², ce qui commence déjà à être plus difficile à faire rentrer dans une petite cuisine. Bien sûr. Et les robots suivants, ils font entre 10 et 20 m². Et là, c'est des robots, ça va être vraiment difficile de les déployer dans une cuisine standard de restaurant. Donc, leurs robots sont intéressants pour certains segments, peut-être plus la restauration d'entreprise à grand volume. Mais en tout cas, la taille, c'est un truc sur laquelle on est rarement challengé. Et pour ceux qui connaissent nos concurrents, qui trouvent plutôt d'ailleurs que c'est un de nos atouts. D'accord. Et du coup, quelles sont les prochaines étapes pour le développement de Cookie ? Donc les prochaines étapes, c'est de déployer le robot chez ses premiers clients. Et là, on va se focaliser sur 2 métriques. La satisfaction de nos utilisateurs et l'uptime, c'est-à-dire le pourcentage de temps pendant lequel le robot fonctionne sans problème. Et ça va être quelque chose d'extrêmement important parce que évidemment, si le robot a des défaillances
et que le restaurateur l'utilise comme seul outil de travail, si le robot ne marche pas, ça veut dire qu'il ne peut pas servir ses clients et donc pour lui, ça crée un gros manque à gagner. Donc, évidemment, on a essayé au maximum d'anticiper ce challenge. On intègre de la maintenance prédictive dans le robot. On est capable de savoir à distance ce qui se passe et de dire s'il y a un risque de défaillance ou pas. Et puis dans la conception du robot, on a utilisé au maximum des mécanismes qui soient fiables et beaucoup de composants qui sont des composants qu'on trouve plutôt dans des usines et donc qui sont faits pour tourner 24/7. Sachant que le robot, il tournera rarement 24/7, il tournera sans doute 7 heures par jour. Ça veut dire que voilà, on a mis un petit peu le paquet sur la fiabilité pour anticiper ce genre de problème. Ok. Et à terme, comment est-ce que tu vois le développement de Cookie ? Le but, ce sera de sortir d'autres robots, ce sera d'être implanté dans plus de pays ou des nouveaux cas d'usage comme, je sais pas, le train, l'avion ? Ouais, il y a plusieurs pistes à l'avenir. On peut tout à fait envisager de développer plus de modes de cuisson ou plus de fonctionnalités un petit peu culinaires. Par exemple, avoir un module qui fait le dressage des assiettes de manière un petit peu artistique pour augmenter la valeur ajoutée des plats qui sortent. Un autre sujet auquel on pense, c'est de prendre un petit peu le créneau des distributeurs de pizza automatiques. Ouais. Donc, ces distributeurs de pizza, en fait, sont des pizzas déjà faites par un pizzaiolo qu'on met dedans, qui sont surgelées, et le distributeur, il ne fait que la cuire. Et nous, on se dit que ça pourrait être intéressant de proposer notre robot en mode surgelé pour le mettre dans des zones un peu isolées, parce que si vous faites du surgelé, de l'aspect approvisionnement logistique est quand même plus simple que si vous proposez du frais. Aujourd'hui, on propose du frais, donc ça peut être une piste de développement future. Ok, super intéressant. Je voudrais maintenant que tu reviennes un peu plus sur ton parcours et ta vision. Tu avais lancé Price Match, qui était donc un software de yield management pour les hôtels. Maintenant, tu entreprends dans le hardware. Est-ce que tu peux nous parler des points communs ou des différences que tu vois entre le hard et le soft ? Je trouve qu'il n'y a pas énormément de points communs en fait. Enfin, je commençais par les différences et après je verrai si je vois des points communs. La différence numéro 1, c'est les temporalités qui sont pas du tout les mêmes. Un exemple que j'aime bien, c'est qu'en software, quand on voulait itérer sur un bout de code, ça peut être poussé en production en 10 minutes si c'est un petit truc et que les process sont très lean. En hardware, quand vous voulez itérer sur un prototype, il faudra que vous fassiez une reconception de pièce. Mais ensuite que cette pièce, au mieux vous pouvez l'imprimer en 3D, mais déjà imprimer une pièce en 3D en général ça peut prendre entre 1 heure et parfois 80 heures. Après il va falloir assembler, tester le prototype, donc vous êtes sur des itérations on va dire plutôt de l'ordre du mois, parce que bien souvent en fait quand vous itérez vous allez commander des nouvelles pièces à votre fournisseur, donc vous allez être aussi tributaire des délais de livraison. Et donc, c'est beaucoup plus long d'itérer en hardware. Et ça a une implication dans le product management qui est assez importante. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre, comme en software, de faire plein de petites erreurs et de progressivement essayer de les corriger. Il va falloir, en hardware, essayer de converger assez vite sur une version définitive et se dire qu'on n'a pas 36 chances d'y arriver. Et puis, une autre différence assez importante, c'est aussi la question de coût des composants que vous allez utiliser, de quel type de procédés industriels vous allez utiliser, qui plus tard vont avoir un gros impact sur votre capacité à produire en série et au coût auquel vous allez produire. Et ça a aussi des implications fortes au début de l'initiation du projet, parce que dans l'architecture de votre produit hardware, vous allez faire des choix que vous n'allez pas pouvoir remettre en question plus tard, ou qui sera extrêmement coûteux de remettre en question plus tard, alors qu'on a quand même plus de flexibilité dans le software. Et enfin, une dernière contrainte qu'on a en hardware et quand même beaucoup moins en software, c'est les contraintes réglementaires. Donc, si vous voulez vendre un produit hardware en Europe, vous êtes obligé d'être certifié CE. Et ça vous impose de compulser toutes les normes qui s'attachent à votre catégorie de produits et d'être certain que vous les respectez. Donc, c'est beaucoup de challenges. Et c'est vrai que quand on compare au software, le software permet plus de flexibilité, plus de rapidité, d'itérer beaucoup plus vite. Et donc, en software, vous pouvez un peu plus vous dire j'y vais sans trop savoir où je vais, parce que de toute façon je vais pouvoir pivoter. En hardware c'est quand même beaucoup plus difficile de faire ça. Néanmoins, je trouve que le hardware a un gros atout, c'est la barrière à l'entrée. C'est-à-dire que quand vous avez passé 2-3 ans à créer un produit hardware, vous avez quand même une barrière à l'entrée qui est quand même qui est importante. Dans le software maintenant c'est devenu plus concurrentiel, donc en fait les inconvénients du hardware on les retrouve quelque sorte en avantage, dans le fait qu'il y a
un environnement concurrentiel qui est moins important, et donc on se focalise moins sur ses concurrents et plus sur son produit et son marché. D'accord. Pour rebondir justement sur ce que tu disais, dans le hardware, il y a beaucoup de contraintes, notamment les normes, les réglementations. Il faut les prendre en compte dès la conception, parce que sinon il y a certains premiers choix qui peuvent être bloquants pour la suite. Quelles ont été les différentes étapes techniques que vous avez établies justement pour ne pas tomber dans ce problème-là ? Alors au lancement de Cookie, j'ai eu la chance d'être avec deux associés, Quentin et Ludovic, qui ont déjà fait du prototypage de produits hardware, donc ils connaissent un peu ces étapes-là. La première chose qu'on a faite, c'est d'interviewer beaucoup d'acteurs de la restauration pour définir un petit peu le cahier des charges de ce qu'on voulait faire, bien prioriser quelles fonctionnalités on voulait faire, quelles fonctionnalités on ne voulait pas faire. Donc on a commencé par faire des prototypes qui étaient fonctionnels, donc qui montraient que ça pouvait marcher, mais qui n'étaient pas des produits hardware commercialisables, parce qu'ils étaient faits en plastique d'impression 3D, il y avait des fils un peu partout, enfin voilà, c'était pas du tout aux normes. C'était quand même long, enfin il y avait un vrai travail de R&D derrière. Je pense qu'on n'aurait pas pu créer Cookie si l'impression 3D n'avait pas existé, ou en tout cas on aurait peut-être mis 10 fois plus de temps à sortir le robot qu'on voulait, parce que l'impression 3D nous a quand même permis d'itérer beaucoup plus vite que si on devait demander à chaque fois une nouvelle pièce à nos fournisseurs. Donc, typiquement, je pense que des modèles de vis sans fin, on en a fait peut-être une trentaine chez nous, et heureusement qu'on a pu les faire dans nos locaux. Donc au bout d'1 an et demi, on a sorti un premier robot qui était un peu une preuve de concept. On l'a montré d'ailleurs au salon Vivatech, et ça montrait qu'il était possible de faire des plats, que ces plats pouvaient être bons. Après, on n'avait pas un réseau de fournisseurs aptes à faire nos pièces, donc après on a dû reprendre ce robot pour en faire un robot commercialisable, certifié et ce qu'on appelle industrialisé, c'est-à-dire avec un réseau de fournisseurs capable de faire les pièces qu'on veut. Aujourd'hui, entre guillemets, on n'a que à appuyer sur un bouton pour commander les pièces à nos fournisseurs et faire l'assemblage du robot. Et comment tu as rencontré tes cofondateurs ? Il se trouve que moi, je connaissais pas grand monde dans la robotique, parce que dans mon école d'ingénieur, on n'en fait pas tant que ça. Donc, je les ai chassés sur LinkedIn. J'ai rencontré... En fait, d'abord, j'ai commencé par me dire quel genre de métiers sont nécessaires dans une startup de robotique, parce que je ne savais pas. Donc, j'ai interrogé des gens autour de moi et on m'a dit il faut que tu prennes quelqu'un qui soit fort en mécatronique et quelqu'un qui soit fort en logiciel embarqué. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé Quentin puis Ludovic. D'accord. Du coup, tu as eu deux expériences très différentes. Price Match, tu l'avais lancé avec des amis. Cookie, maintenant, tu l'as lancé avec des personnes que tu as rencontrées sur LinkedIn. Quelle est la perception que tu as pu avoir justement des deux équipes entrepreneuriales, les deux manières de la monter ? Alors, je pense que lancer une startup avec des amis, c'est plutôt une bonne idée parce qu'on va partir avec des affects positifs envers ces personnes-là. Et donc, s'il y a des situations, je sais pas, de crise ou de conflit, on a quand même plus de chances que ces affects positifs vont permettre de contrebalancer d'éventuels affects négatifs qui pourraient se développer au sein du projet. Donc, contrairement à ce qui se dit parfois, je pense que c'est pas une mauvaise idée de lancer une boîte avec des amis, plutôt une bonne idée. C'est vrai que lancer une boîte avec des gens que je connaissais pas, il y avait un facteur risque dans le sens où on aurait pu ne pas s'entendre. Après, j'ai quand même fait vraiment attention au fit culturel quand j'ai fait passer des entretiens. C'était vraiment un des premiers critères. Et donc aujourd'hui, on s'entend extrêmement bien avec mes associés. Donc je pense que les deux sont possibles. La réalité aussi, c'est qu'on n'a pas forcément dans ces cercles d'amis la complémentarité de compétences dont on peut avoir besoin sur certains projets. En réalité, une entreprise de robotique qui commence à vendre son produit, potentiellement, elle a 10 à 15 métiers différents au sein de son équipe. Donc il y a des postes qui sont clés, mais à moins que vous ayez 10 à 15 amis qui font chacun un de ces métiers-là, c'est quand même pas facile de trouver. Donc voilà, je pense qu'il est possible de trouver des gens qui n'étaient pas ses amis avant et avec qui créer une entreprise en bonne entente. Super. Pour finir, dans The Gardener, on aime bien avoir un conseil entrepreneurial. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager ? Je vais essayer d'en donner un qui est peut-être pas forcément beaucoup donné. Mais je pense qu'il y a un aspect assez important quand on construit une équipe de cofondateurs, c'est de regarder un peu la psychologie de chacun. Parce que il y a des profils d'entrepreneurs qui sont un peu plus fonceurs, d'autres qui sont un peu plus, on va dire, sur la défensive, avec un esprit critique,
qui vont permettre de tempérer un petit peu ces fonceurs ou d'être sûr qu'on va sur un chemin pragmatique. Et je pense que c'est important d'essayer de composer une équipe équilibrée dans ce sens-là. Et c'est pas forcément quelque chose auquel on pense dès le début, mais c'est important de savoir un peu la psychologie des gens qui sont autour de soi. Ouais. Merci Raphaël, c'était un grand plaisir de te recevoir dans le podcast. Si vous voulez en savoir plus sur la technologie, vous pouvez aller suivre Raphaël Théron sur LinkedIn. Vous pouvez aussi aller chercher la vidéo de présentation du robot qui est assez impressionnante sur leur site internet cook-du6e.com. Merci beaucoup Alexis. C'est déjà la fin de ce podcast. C'était Alexis Besse de Berck. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn. Et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact@carotte.capital. À bientôt!